Connectez-vous. Et partagez le direct. Nous attendons. Bon dimanche à tous d'abord. Voilà. Je ne sais pas, nous allons commencer le direct là, les gens nous prendront après parce que moi je dois rentrer à la douche. Je ne sais pas, les gens développent déjà des terres dans notre pays et les gens au Gabon ainsi, j'ai comme l'impression que l'intelligence musculaire, c'est ce qui prévaut maintenant dans le pays. C'est-à-dire que on parle d'une situation simple. Dites-moi si le son passe parfaitement parce que j'ai comme l'impression que le vent de la sorcellerie est revenu. Parce qu'il y a souvent un petit vent là quand on fait les directs et puis le vent là vient. Donc si le son passe parfaitement, dites-moi. Alors, moi j'ai comme l'impression que dans notre pays, on prône maintenant l'intelligence musculaire. Les gens ne cherchent plus à peaufiner leur intelligence afin de faire des débats d'idées, des débats contradictoires, basés sur le respect des uns et des autres. Ce qu'on trouve aujourd'hui, c'est d'aller d'enregistrer une liste d'injures, venir sur Facebook, commencer à dénigrer les autres, parfois même quand quelqu'un ne vous connaît pas. Quand quelqu'un ne vous connaît pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est bizarre. Le Gabonais, Mbolani Jean-Baptiste, le Gabonais a plus évolué en injure, dans un comportement injurieux que toute autre chose. Tu vas voir quelqu'un, il veut te contester, mais il commence à te dire maudit. Maudit que j'ai été banni par qui? On ne sait pas. Pourtant, tu as tous tes sens. Quelqu'un arrive, il veut te contester, il dit chien, rigolo. Tout ça là, c'est pas bien. Parce que ça montre le degré intellectuel des Gabonais. Parce que n'oublions pas qu'aujourd'hui, Facebook, les réseaux que nous utilisons là, c'est ce qui influence le monde aujourd'hui. Bonjour Jean-Julien. C'est ce qui influence le monde aujourd'hui. Et c'est ce qui démontre même le degré intellectuel de notre pays. Après, il y a des preuves comme nos frères qui sont allés faire le concours, tout le monde a échoué. Tous les candidats du Gabon, aucun n'a ramené un diplôme. Donc, on se pose la question, pourquoi? Non, l'éducation est un problème. Maintenant, si on peut faire une translation de cette situation-là, on amène à l'éducation. Pourquoi on nous demande de ne pas dire que l'éducation dans notre pays, le système éducatif a un problème? Puisque les preuves sont là, les Gabonais parlent maintenant rien qu'imbécile, chien qui est tu. On insulte les femmes rien que dans les fesses. On insulte les gens n'importe comment. Et quand on prend certains Gabonais pour les envoyer passer les concours, on nous dit tout le monde a échoué. Mais on nous demande de dire que le système éducatif de notre pays est bien. Même vous-même, je ne sais pas. Au lieu de venir insulter Fortuné, maudit, machin, bon, vous-même, le système éducatif est comment? Si c'est nous qui mentons, mais ceux qui sont, ça c'est la troisième fois, parce qu'on ne vous dit pas la vérité, ça c'est la troisième fois que les Gabonais sortent du pays, que le président Oligui veut aider les Gabonais à aller faire pour que nous-mêmes on puisse produire ici. Il prend des jeunes Gabonais, on envoie. Quand les jeunes Gabonais là reviennent sans diplôme, on nous appelle déjà les sans diplôme. Pas sans diplôme, hein, qu'ils ont sans diplôme, hein. N'ayant diplôme, n'ayant. Ça fait 3 fois.
Maintenant, les enseignants eux-mêmes, ceux qui sont censés transformer les clichés de connaissances en savoir, comme le disait le maître hier, le maître de la chose. Enseigner, ce n'est pas aller tenir les enfants à l'université. Hein. Ce n'est pas au secondaire, ce n'est pas au primaire, c'est au pré-primaire. Parce que c'est au pré-primaire qu'on dispose maintenant du savoir de l'enfant. Maintenant, comme le BIC pèse, ou le BIC a pesé pour certains, ils ont laissé le BIC, ils ont maintenant commencé à faire la musculature du cerveau. Et quand le cerveau là était déjà musclé, ils ont décidé de venir sur Facebook. Venant sur Facebook, ils ne regardent même pas le contenu du sujet. Ce qu'il vient, il vient regarder, il dit, oh, ça c'est le gars que je n'aime pas, non. Chien, imbécile, tu es qui? Ça c'est quel sujet? Maintenant, quand on vous dit ça, vous-même vous voyez, vous dites, oh non, pourquoi les gens veulent seulement attaquer Camélia? Camélia a fait quoi? Est-ce que Camélia, est-ce que c'était la première? Camélia a trouvé les problèmes. Mais quand un malade va à l'hôpital, et qu'à l'hôpital là-bas, on n'arrive pas à soigner le malade, on dit, celui qui est spécialisé dans la maladie là n'est pas là. On dit, il est où? On nous dit, il est en France. Appelez-le. Quand il part de France, c'est pas venir nous dire que la maladie là, je ne peux pas soigner parce que les autres qui étaient là n'ont pas pu soigner. Si on t'a appelé, c'est parce qu'on sait que c'est toi qui peux résoudre le problème. Si les prédécesseurs de Camélia n'étaient pas bons, donc quand on avait appelé Camélia là, c'était parce qu'on pensait qu'elle allait faire mieux que les autres. Personne n'est contre Camélia. Personne ne déteste personne. On va être contre Camélia, qu'elle nous doit quoi? Elle ne nous doit rien. Je ne sais même pas si on s'est croisé dans un carrefour. Elle au moins a témoigné aux yeux de tout le monde que même les démons peuvent voter pour elle. Mais nous, on la connaît. On ne la connaît pas. Donc, on n'a aucun problème avec Camélia. Nous avons un problème avec l'éducation dans notre pays. C'est ça le vrai problème. Maintenant, pourquoi veut-on museler la vérité? C'est là où se trouve la difficulté. Qui veut-on empêcher d'écouter le message des enseignants? À qui refuse-t-on de transmettre la vérité sur la grève des enseignants? Bon, nous qui ne connaissons pas l'intelligence musculaire, nous qui ne connaissons pas le savoir des savants, nous qui nous débrouillons parce que nous flottons avec les murs du savoir. Nous, on va essayer de vous dire ce que nous, on a compris dedans, sans vous insulter. Pardon de grâce, quand vous aussi, vous allez venir contester, parce que vous aimez la contestation, n'appelez pas Fortuné pour l'insulter. Pardon, je suis fatigué. J'ai un certain âge qui ne me permet plus de faire la gymnastique du savoir musculaire. Ce que je vous propose, amenez des arguments clairs, posez-les et nous allons en discuter. Bien évidemment, à vous de voir. Vous savez, il y a un proverbe qui dit « imiter mais jamais égaler ». Le singe peut imiter l'homme, mais le singe ne va jamais être l'homme. J'ai envie de me tromper. Et si je me trompe, je ne veux pas que les injures m'instruisent. Je veux avoir le savoir pour être instruit. Écoutez-moi bien. J'ai envie de me tromper. Mais au moment où je vais me tromper, s'il vous plaît, de grâce, ne me ferez pas des injures. Apportez-moi le savoir. Parce que je n'ai pas la possibilité de musculer, mon cerveau.
Les gens parlent du syndicat, le syndicalisme des enseignants comme si c'est quelque chose de mythique. Et moi, j'ai du respect pour certaines personnes dans l'éducation. Oui, ouais. J'ai beaucoup de respect pour certaines personnes dans le milieu de l'enseignement. Moi, je suis fils d'un enseignant. Mon oncle a été enseignant. Mon père qui m'a mis au monde était enseignant. Tout le monde a connu Nguimé urbain. Je pense aujourd'hui, même le président Oligui, son père est enseignant. Il a instruit. Quand on crée le premier mouvement syndical de l'éducation nationale, si j'ai bien moi, je vois un homme en tête, Ngwangu. On va voir combien ce mouvement va être fort. Mais on ne s'est jamais interrogé, s'est jamais posé la question, où est venue l'idée de la création du Sénat? Et les gens voyaient ça comme quelque chose d'extraordinaire. Les gens sortaient à peine d'un système monopolaire où tout était muselé. On rentrait même, on commençait à évoluer dans ce système bipolaire. Le multipartisme. Il y avait un mouvement qui défendait les intérêts des enseignants. Ce mouvement dirigé par Ngwangu, mais qui l'avait créé? Et pourquoi avait-il créé ça? Le Gabon étant dans l'obscurité, nul ne pouvait savoir que la main noire, c'était Mbobam, qui voulait déjà quitter le cercle du secrétariat présidentiel ou du cabinet présidentiel pour rentrer dans le gouvernement. Il voulait déjà faire école. Il voulait déjà aussi s'affirmer. Il crée ce mouvement qui va permettre à Mbobam d'avoir une mainmise et un contrôle afin d'influencer les décisions du président Bongo. Parce que c'est de ce qu'il est question. Il n'est pas question ici de venir insulter les gens. Il est question de réanimer l'histoire. Et c'est l'histoire qui va permettre aux Gabonais de prendre conscience, d'avoir un bon regard. Et nous allons voir comment ça va se terminer. Ngwangu se retrouve à l'UNESCO pour être récompensé. Quand Ngwangu se trouve là-bas, Mbobam rentre dans le gouvernement. Mais il traîne toujours sa mainmise. Parce que c'est sa manière de contrôler la décision du président et de se maintenir au gouvernement. Bien évidemment, cette gymnastique obscure qui consiste à prendre les gens, va prendre d'autres secteurs. À l'université, par exemple, les grèves des étudiants étaient toujours manipulées par un certain groupe d'enseignants qui voulaient également prendre les marches pour atteindre le sommet. Il y avait qu'un petit groupe pouvait le maîtriser, mais le plus grand nombre ne le maîtrisait pas parce que ce qu'on présentait, c'est des intérêts. Des intérêts qui étaient plutôt les intérêts dans lesquels tout le monde pouvait se retrouver. Arrive autour de Carmélia, parce que c'est de ce qu'il s'agit. Parce qu'on ne va pas, je ne suis pas là pour écrire les histoires. Chacun d'entre nous doit chercher à lire. Arrive alors Carmélia. Montrer mon étonnement.
Et mon étonnement va s'adresser au président Oligui. Arrive alors Camélia. Camélia va mettre en place une stratégie. Cette stratégie qui garantit la résolution des problèmes des enseignants pour le grand nombre. Donc, elle prend la volonté collective des enseignants. Mais en réalité, ce mouvement est le mouvement qui doit hisser Camélia à la tête du ministère de l'Éducation nationale en garantissant aux enseignants que c'est par là qu'on va résoudre les problèmes. Ali Bongo regarde et voit en elle une femme qui peut résoudre le problème. Et il n'a pas pris Camélia ici pour venir faire la comparaison avec ses prédécesseurs. Non, on prend Camélia ici pour venir résoudre, parce qu'on estime que les autres, si on les a enlevés, ils étaient incapables. Donc Camélia Toutoum doit venir résoudre le problème. Elle arrive, mais elle arrive par quel biais? Par le bébé qu'elle a créé en bas, et qui crée en bas, c'est maman qui peut nous sauver. Et ce bébé s'appelle SOS Éducation. C'est venir défendre pour défendre, c'est bien beau, mais remonter l'histoire, c'est largement mieux. Camélia elle-même, elle a mis au monde un bébé qu'on appelle SOS Éducation pour monter et arriver au sommet comme le faisaient les autres hier. Et c'est ce mouvement, elle est souvent créée elle, quand elle arrive, les problèmes, c'est son mouvement qu'elle gère dans l'obscurité. Mais seulement ce que Camélia ne savait pas, c'est que l'environnement avait changé, les conditions ont changé, il y a eu une forme d'évolution. Quand on évolue, tu dois évoluer. Un enfant, quand il rampe, il est court. Plus au fur et à mesure il grandit, au fur et à mesure, chaque membre de son corps prend de l'évolution. C'est ça l'évolution rationnelle de l'homme. C'est de cette manière-là que le cerveau aussi doit évoluer. Personne ne déteste Camélia. Mais nous demandons à Camélia d'assumer. Parce que être à la gestion du pays, c'est pas flatter, c'est chercher à poser des actes. On ne vient plus, quand on veut être ministre, oui, on flatte. Mais quand on est ministre, on n'a plus besoin de flatterie. On a besoin de preuves. Camélia a géré dernier ministre du gouvernement d'Ali Bongo à SOS Éducation. C'est là où elle faisait les beaux jours de certains. Et vous allez le constater que de chercher à former les enseignants, elle a politisé certains enseignants. Les enseignants qui n'avaient pas encore fait carrière, qui n'avaient pas encore transmis leur savoir, se sont retrouvés, je dis bien, se sont retrouvés à l'ENES pour devenir des inspecteurs, des conseillers pédagogiques. Et derrière, ne nous forment pas. Mais elle pensait faire mal à ceux qui n'étaient pas dans le groupe, mais elle creusait sa propre tombe. Ce qu'elle ne savait pas, c'est que ceux qui avaient joué au jeu là soutenaient monter, jetaient l'escalier, soutenaient monter, jetaient l'escalier. Ceux-là avaient permis à certains enseignants d'ouvrir les yeux. Elle est revenue à la transition. Malheureusement, l'enfant qu'elle-même elle avait mis au monde, cet enfant-là a pris conscience que, donc c'est comme ça. À partir d'aujourd'hui, nous, on ne va plus servir les gens.
pour monter. Nous allons servir le peuple pour grimper. Je ne sais pas si on se comprend. Les enseignants qui étaient dans SOS Éducation se rendent compte qu'ils ont longtemps été instrumentalisés, chosifiés, animalisés. Pourquoi? Pour combien? Pour un maigre des dons de salaire. Alors les enseignants décident de dire non, la course s'arrête là ici. Normalement, les gens là, ils veulent seulement monter. Parce que c'est une nouvelle génération d'enseignants. Avec des enseignants dissidents d'air, pas des enseignants organiques. Parce qu'il y a une différence entre un enseignant dissident et un enseignant organique. Les enseignants organiques se contentent de leur positionnement dans l'administration. Je suis proviseur, je suis censeur, je suis directeur, c'est ça. Mais l'enseignant dissident, c'est celui qui dit non, c'est l'ordre de mérite. J'ai d'abord le devoir d'enseigner et de respecter la déontologie de mon métier. Je ne cours pas derrière les postes. Ces enseignants-là, anciens, tels que Marcel Libama, Edjo, vous les avez vus hier. Et les gens les insultent. Vous aviez leur histoire. À un moment donné, il faut avoir peur. Il y a des gens, même s'il est ricoucou, c'est-à-dire que les bras sont cassés. Toi, tu as les muscles. Mais quand tu le regardes, il faut avoir peur. Parce qu'il y a trois forces dans la vie. Trois forces. Il y a la force morale qu'exprime le silence. Vous parlez à quelqu'un et il voit que vous êtes néant. Il ne vous répond pas. Il crache même. Il a même du mal à respirer à côté de vous. Parce que même votre parler pollue même l'air. C'est la plus grande force. La seconde force, c'est la force intellectuelle qui s'exprime par le verbe. Quelqu'un, il te regarde, toi tu veux amener les coups de poing, il préfère te faire les coups, il t'enseigne. Il te dit non, mon frère, il t'aide même à vivre. Il dit non, protège-toi. Tu sais, la loi dit ça. Ce que tu veux faire, ça peut t'amener loin. Parce que si je te porte plainte là, ça c'est la deuxième force. Mais la plus faible des forces, c'est la force musculaire. C'est une la force, ça c'est la force de la gêne. My sense. Donc, les enfants, les enseignants, les anciens, les doyens des enseignants, qui étaient des enseignants dissidents hier, mais qui n'avaient pas une génération bien éveillée, ont entendu. Et maintenant, une génération. Fallait être à Wenje hier. Ah non. Oh merde. Une jeunesse éveillée dans l'enseignement. Maintenant, ces enseignants-là disent non. On ne cherche pas à être là où tu es au sommet, là, reste là-bas. C'est ce que cette jeunesse a dit. Cette jeunesse demande à Carmela de rester là-bas, en haut. Mais ils veulent ce qui leur revient de droit. J'ai planté les arachides. Maintenant, les arachides ont donné. On me demande d'aller négocier avec la plantation si je peux prendre mes arachides. Vous trouvez que c'est normal? Moi-même, j'ai débroussé, j'ai brûlé, j'ai sarclé, j'ai planté, j'ai semé. Maintenant, au moment de la récolte,
on me demande à moi de négocier avec la plantation si je peux prendre mes arachides. C'est ça que vous demandez aux enseignants? Pour du bien. Un enseignant, il a enseigné 10 ans, il n'a pas eu son salaire. Il vient vous dire qu'aujourd'hui, moi, je ne continue, donnez-moi mon salaire. Vous demandez à l'enseignant que négocions. Est-ce qu'il est venu demander l'augmentation du salaire? Non. Maintenant, c'est cette génération qui dit, on règle. Merci. C'est cette jeunesse qui dit non. Non. Stop. Arrangeons tout là. Parce qu'à chaque fois qu'on arrange, si on va là-bas, vous oubliez. Vous dites qu'ils sont contre Carmelia. C'est Carmelia l'éducation nationale. Carmelia s'appelle maintenant l'éducation nationale. Regardez comment nous sommes injustes. Ces enseignants disent, nous ne refusons pas. Comme vous ne voulez même pas arranger les établissements, comme vous ne voulez même pas faire les conditions, laissez, donnez-nous seulement ce qui nous revient de droit. Vous dites aux enseignants, pourquoi vous êtes contre Carmelia? On vous montre le soleil, vous vous regardez le doigt. C'est le bébé aujourd'hui qui dit, nous-mêmes, on va maintenant chercher l'escalier. On vient déposer, on va monter, on ira là-bas. Et vous pouvez le constater par la méthode que notre ministre de l'Éducation nationale a utilisée, notre chercheur. Bonjour. La méthode qu'elle utilise ici, elle n'est pas une méthode de négociation ou d'arrangement. C'est une méthode de chosification et d'imposition. On sort une note. Nous allons couper les salaires. Ah? Sur quelle base? Le Gabon est une entreprise privée que toi-même tu as créée. Que quand tu veux enlever quelqu'un, tu enlèves. On dit, les enseignants doivent signer les fiches. Hein? C'est maintenant comme ça. Et on sort une note administrative truffée de fautes. Quand vous-même vous avez lu la note de service que le ministère a sortie là, vous regardez le nombre de fautes, bien que les 5 lignes. Est-ce que vous-même vous ne constatez pas qu'il y a un problème dans l'éducation? Ce sont les gens qui disent qui mentent, alors qu'il n'y a pas de problème. Mais la note de service que vous avez adressée à SOS Éducation, là, quand on voit le nombre de fautes, je dis rien que les 5 premières lignes, on atteint déjà 18 fautes. Quand vous-même vous aviez vu ça là, est-ce que cela ne veut pas dire qu'il y a un problème dans l'éducation? Maman, personne n'est contre toi. Personne. On veut même t'aider. Tu as élevé, tu as mis au monde un enfant. Tu as su former ton enfant. Maintenant que ton enfant est mature, écoute l'enfant, ce que l'enfant dit. Et donne à l'enfant ce que l'enfant veut. C'est ton enfant. Maintenant, ceux qui ont l'intelligence musculaire, là, prenez, allez-y insulter. Allez-y raconter. Parce qu'il y a ceux-là aussi qui n'ont pas l'intelligence musculaire, mais qui ont l'intelligence virtuelle. Hein? Ceux-là aussi, là, allez-y. Allez-y faire le Congo ça. Fortuné, là, on vous avait dit comment. Il est comment. Allez-y définir. Allez-y. Mon père disait, quand quelqu'un est pressé, tu fais comme ça, la personne passe.
Quand la personne ira buter le mur, tu dis non, je voulais te dire qu'il y avait un mur devant. N'arrête personne. Ah, passez, passez, allez-y. Moi, c'est le président de la République. Moi, je n'ai pas de veau. Le vampire, je n'ai pas. La voix, je n'ai pas. Mais tout ce que j'ai, c'est ce que je vais vous donner là, monsieur le président. C'est vous l'autorité. Il paraît maintenant que quand vous nommez quelqu'un, la personne là devient aussi roi. Et votre personnalité politique, publique, est déjà assimilée à ceux qui sont nommés. C'est-à-dire que, comme on nous disait pendant la campagne législative, le projet de loi de certains députés, durant cette campagne, était lié à votre personnalité, monsieur le président. C'est-à-dire que quand un candidat faisait son projet de loi, le projet de loi c'était Oligui. Si vous votez l'UDB, vous votez Oligui. Celui qui vote contre l'UDB est contre Oligui. On a entendu ça. Et pourtant, le président Oligui n'était pas en campagne. On a entendu. On a ouvert l'oreille vers vous, monsieur le président, en voulant écouter si le président était d'accord. On n'a rien entendu. On a dit, oh, qui ne dit rien consent. Après, on a dit, non, laissez, oh, le président est en train de réfléchir. On a pardonné. Aujourd'hui, les gens reviennent. Au lieu de venir faire ce don, ils ont été nommés. Ils reviennent à dire, celui qui conteste le ministre conteste Oligui. Hein, monsieur le président. Hein. C'est vous-même, monsieur le président. C'est vous qui avez apporté le plan. Vous êtes allé voir un architecte pour vous faire le plan de votre maison. Il vous a fait un très bon plan. Parce que quand nous tous on a regardé le plan de votre maison, on a dit waouh, si le président construit une telle maison, nous tous on sera à l'aise. On a pris le plan, on a dit ah, président, ça c'est le plan qu'il faut pour le Gabon. Maintenant, président, vous êtes allé chercher les artisans de ce plan pour construire la maison. Vous êtes allé prendre un entrepreneur. L'entrepreneur, là, je ne sais même pas où se trouve. Non, non. Ah, vous avez exclu l'entrepreneur de votre maison. Oui, c'est ça, parce qu'on n'a pas de premier ministre. Donc, vous-même, vous êtes allé prendre, vous-même, vous êtes l'entrepreneur. Est-ce que vous comprenez un peu, monsieur le président? Vous comprenez la nuance? Vous êtes en même temps le propriétaire de la maison, donc celui qui construit, et vous êtes également l'entrepreneur. Maintenant, monsieur le président, vous aviez donné le travail à un maçon pour vous faire un mur. Le maçon, en faisant le mur est tordu. Mais quand vous êtes au travail pour trouver l'argent afin de payer les briques, le matériel, vous aviez laissé vos enfants en train de surveiller les travaux. Mais vos enfants vous disent que papa, le mur est tordu. Bonjour. Merci. Elle va bien. Monsieur le Président, vos enfants vous disent, papa, le mur est tordu, le mur est tordu. Et votre maçon dit aux enfants, si vous n'acceptez pas mon mur, c'est que vous n'aimez pas votre père. Monsieur le Président, est-ce que c'est logique? Vos enfants que vous aviez mis au monde sont en train de vous dire que le mur que le maçon l'a fait est tordu.
Et le maçon dit aux enfants que si vous dites encore que le mur est tordu, c'est que vous n'aimez pas votre père. Maintenant, quand le père arrive, il ne va pas voir les enfants, il va voir son travailleur, le maçon. Et le maçon lui dit, vos enfants sont impolis. Je travaille et ils veulent me blâmer. Et vous, vous restez au salon, vous allez dormir. La maison où vous dormez là-bas, vous êtes avec les enfants. Donc les enfants veulent aller habiter dans leur maison. Monsieur le Président, nommer un ministre ne fait pas de lui Oligui. Oligui, le président Oligui, c'est le président Oligui. Les ministres, ce sont les ministres. Quand un ministre commence déjà à utiliser votre nom comme argument de travail et de fonction, c'est qu'en réalité, il y a un problème. Vous avez marché avec le président Bongo. Vous aviez été à côté de Omar Bongo. Omar Bongo, dans de telles situations, il descendait directement, il discute avec son peuple. Je me souviens, on était à l'université. Bon, moi, je n'étais pas à l'université. En fait, moi, j'allais me balader là-bas pour essayer de voir comment parce que j'aimais aller suivre la télé là-bas. Et puis, on faisait des bons gâteaux là à l'interro. Donc, parfois, quand les étudiants faisaient la grève, nous, on faisait semblant d'être des étudiants. Donc, quand j'allais me balader à l'université, je me souviens que les étudiants avaient fait une grève. Et puis, André Dieudonné Bert était arrivé à l'université. Et il a été lapidé. Ah, c'est bien lapidé. Le premier coup de colère du président était effectivement d'arrêter les étudiants. Mais après, avec un recul paternel, le président Omar avait décidé lui-même de venir prendre les informations à la source. Ce n'était pas en cachette, c'était médiatisé. Et ce jour-là, 2 jours après, le président avait résolu le problème du resto universitaire. Les étudiants avaient recommencé à manger. Et nous aussi, nous les petits rôdeurs de l'université, nous aussi, on avait pu trouver l'occasion de manger. Monsieur le Président Oligui, garder un mutisme face à de tels comportements ne vous aide pas. Lorsqu'on est chef de famille, lorsqu'on est président de la République, lorsqu'on est chef d'entreprise, lorsqu'on est le guide d'un groupe d'hommes, on descend de l'estrade et on aborde la veste de l'humilité. Je vous assure, Monsieur le Président, j'ai envie de vous rappeler une chanson de l'Église, si vous me le permettez. Si le Messie misabe zambe, yo va zambe me naye bote woyo. Si le Messie misabe zambe, yo va zambe me naye bote woyo. Yesu se mwana zambi ye anga sile le Messie yo. Mo banga binya bakale nyoko wayo awu osom awu me mosalale amuna yo vazambe me nanga bete nyoyo. Rabaisse-toi quand tu es déjà au niveau de proche de ton Seigneur, quand tu es élevé spirituellement, quand tu es chef, quand tu diriges le monde. Descends, mets-toi en dessous.
et tu verras comment Dieu va te l'aider. On ne te demande pas de te faire mépriser. Nous n'allons jamais l'accepter, Monsieur le Président. Nous n'allons jamais accepter que quelqu'un vous manque du respect ou que quelqu'un vous méprise. Mais nous vous demandons d'écouter, restez à l'écoute de votre peuple. Parce que c'est votre peuple, votre seule arme, votre bouclier, votre argument d'existence, votre facteur de réussite. C'est votre élévation. La Bible déclare que je jugerai chacun d'entre vous selon ce qu'il dit à mon oreille. Moïse sans son peuple ne sera jamais Moïse. On reconnaît un grand homme par, on reconnaît un grand esprit par sa capacité à maîtriser les petits esprits. Faire confiance, trop de confiance à quelqu'un nuit à votre confiance. Monsieur le Président, personne n'a envie d'être comme Fortuné. Là où tu vois là, personne ne veut être comme Fortuné. S'il y a 3 personnes qui peuvent dire « Oh non, il faut que je sois comme Fortuné », peuvent être 3 comme ça là. Personne. Personne n'a envie d'être un gars du Madouaka. Regardez comment on s'entretue dans le Madouaka. C'est-à-dire que si quelqu'un arrive dans le Madouaka et dit non, voilà 6 millions, appelez-moi Dieu. Je crois que beaucoup vont l'appeler Dieu. Ça, c'est chez nous au Madouaka là. Parce que personne n'a envie de notre vie. Mais Monsieur le Président, vous savez combien de personnes ont envie d'être président? Vous les connaissez? Le nombre de personnes qui veulent être président. La preuve aujourd'hui, Monsieur le Président, vous êtes président de la République. Peut-être pas parce que vous l'aviez voulu, peut-être parce qu'il y a une situation qui vous a amené là, mais vous êtes quand même là. Il faut se méfier des gens qui prennent votre personnalité, votre nom pour argument politique. Parce qu'il faut qu'ils s'assurent qu'ils marchent comme vous, ils pensent comme vous, ils réfléchissent comme vous, ils mangent même comme vous, ils gesticulent comme vous. Mais s'il n'est pas capable de le faire, en quoi il doit parler, en quoi il doit se transformer en argument pour vous? Quelqu'un fait des bêtises, mais il dit que le président a dit de ne pas m'insulter, c'est le président. Donc, ça veut dire que les bêtises que je suis en train de faire là, c'est le président. C'est comme ça qu'on a détruit Omar. C'est comme ça qu'on a détruit certains ministres qui aujourd'hui se retrouvent à côté de vous, alors qu'ils étaient de l'autre côté. Mais quand ils sont venus, ils vous disent que ce n'était pas nous, c'est lui qui nous poussait à le faire. Est-ce que comment Camélia peut justifier que durant le dernier mandat d'Ali, elle est le dernier ministre de l'Éducation nationale. Et elle a été ministre de la transition. Mais elle dit encore au juge d'argument que mes prédécesseurs, ce sont eux qui ont... Mais tu as eu tout le temps. Aujourd'hui, Monsieur le Président, tout le monde vous impute les problèmes de ce pays-là. Et pourtant, vous les aviez trouvés. Je ne vous vois pas vous plaindre. Ce que je vois ici, c'est que vous êtes à la recherche des solutions. Pourquoi on ne peut pas dire à Camélia que ce que tu as fait, c'est pas bien? Et on dit on ne l'aime pas. On va détester Camélia, on déteste Camélia quand on a des problèmes. Les gens comme moi, j'ai une femme à la maison. Est-ce que je cherche la femme? C'est pas bien. Il faut résoudre des problèmes. Monsieur le Président, ça nous coûte, et parfois même, c'est plus rassurant. Quand c'est plus rassurant quand c'est vous-même qui parlez. On prend des décisions impopulaires, des décisions qui n'apportent rien du tout. On va enlever, on va couper les salaires. On sait bien que ce sont des décisions comme ça qui vont nuire à votre pouvoir. Les gens viennent même vous dire que le mouvement des enseignants là, c'est pour détruire votre politique. C'est contre vous. Comme si c'était vous l'éducation.
Les gens viennent me dire que le mouvement des enseignants là, c'est contre le président Oligui. C'est le même mon président. Si ces enseignants-là ne peuvent pas vous convaincre, monsieur le président, prenez la voiture ou l'avion ou l'hélico, allez-y au village. Papa est encore là-bas. Papa est enseignant. À un moment, allez vous asseoir à côté de la sagesse de papa. Demandez à papa, puisque papa a vécu, votre père a vécu ces problèmes-là. Dit à papa, Popo, ce que les enfants là disent dehors là, est-ce que c'est comme ça? Il va vous donner l'histoire. On dit on peut remplacer les enseignants. On a combien d'élèves? Si on prend le nombre d'élèves dans tout le Gabon, on divise le nombre d'élèves là par 35. Parce qu'on a besoin d'une classe même 35 élèves. Allez-y voir combien d'enseignants on doit avoir. Regardez ce qui nous manque. Regardez le peu qu'on a aujourd'hui. Des décisions, une décision impopulaire. Une décision vraiment non-sens. Parce que si vous prenez le nombre, on vous dit que vous aviez 1 million, par exemple 1 million d'élèves. On vous dit qu'on a besoin de 10 élèves par classe. Si vous divisez 1 million par 10, il vous faut combien? Il vous faut 100 000 enseignants. 100 000 enseignants, vous ne les avez pas. Mais vous avez quand même on peut dire que vous avez quand même 50 000 enseignants. Donc vous cherchez encore 50 000, ou bien vous avez 30 000 enseignants. Vous cherchez 70 000. Maintenant, vous dites que vous enlevez encore les 30 là. Après, vous restez avec quoi? Et puis l'UNESCO va frapper. L'UNESCO vous frappe. Et puis le monde entier dit quoi? Donc il y a encore un président qui favorise l'abrutissement au monde. Il est où, Oligui? Et votre nom est sali. Ne laissez personne salir votre nom. Appelez les enseignants. Monsieur le Président, appelez les enseignants. Écoutez les enseignants. Réfléchissez avec les enseignants les voies de sortie de crise. Regarde, moi, il y a des fois je m'interroge sur quelque chose. Et je vais m'arrêter par là parce que j'ai été long. Et imaginons que les enseignants, quand ils voulaient faire l'AG là à Martine Noulabou, c'était effectivement pour venir dire que nous reprenons les cours. Et que ce soit le refus de donner aux enseignants qui a radicalisé le mouvement. Parce qu'il s'avérait que les enseignants voulaient même dire, bon, pour le bien des nôtres du Gabon, on va attendre jusqu'au 25. Lançons les cours, puisque le gouvernement a dit le 25 février. Mais il y a un individu qui est venu les radicaliser en les chosifiant. Foutez le camp, ne faites pas la grève ici, là. Vous me demandez d'abord si vous voulez faire la grève. Si vous voulez faire l'assemblée générale, vous me demandez. Il n'y a pas d'assemblée générale ici. Et puis, il y a un autre qui dit, non, moi je suis déjà, on m'a décoré. Est-ce que honnêtement, il n'y a pas possibilité de réfléchir
sur cette situation. Pour comprendre que il y a dans votre camp, Monsieur le Président, il y a dans votre camp, certainement, je n'affirme pas ceux qui veulent vous nuire. C'est aussi une réflexion, hein, puisqu'on dit que tout projet est un risque. Il faut d'abord penser au risque avant de penser aux avantages. C'était fortuné de votre humble serviteur, la voix des sans-voix, membre du PJC, mouvement plus jamais ça. Votre humble serviteur. J'ai été très ému de vous avoir servi ce matin. Certainement un plat mer, mais c'est ce plat-là que mes mains et ma langue pouvaient préparer pour vous. Réservé à vos oreilles, j'espère que vous m'aviez entendu écouter avec discernement et sagesse. De grâce, ceux qui ont l'intelligence musculaire, je vous en prie, ne venez pas. Allez faire la musculature intellectuelle là-bas, là-bas. C'est là-bas où on fait ça. Bonne journée, bon dimanche à vous.